Donc, je vais commencer. Donc, comme je vous disais, je suis Christine Baldeschi. Donc, je travaille au laboratoire ISTEM, qui est situé à la Génopole. Ça a coupé lorsque je vous présentais la structure de la peau, qui était composée de 3 couches, l'épiderme sur la couche la plus superficielle, le derme et l'hypoderme. Et dans l'équipe, on s'intéresse plus particulièrement à l'épiderme, qui est structuré en plusieurs couches superposées. Donc, vous avez une couche basale de kératinocytes qui expriment des marqueurs spécifiques tels que des kératines 5 et des kératines 14. Et ensuite, les cellules vont se différencier pour former ce qu'on appelle au-dessus la couche épineuse, pour ensuite finir par la couche granuleuse et la couche guarnée. Et toutes ces couches expriment des marqueurs spécifiques. Donc, dans l'équipe, comme je vous ai dit, on s'intéresse plus particulièrement aux génodermatoses, et dont les épidermolyses bulleuses, les syndromes de Waardenburg et à d'autres maladies de la peau, telles que les ulcères, qui sont dus au diabète, comme vous a présenté le docteur avant, ou vitiligo. Et pour l'ensemble de ces génodermatoses, il y a peu de modèles redevants. Et pour les aspects de thérapie cellulaire, les cellules adultes représentent des sources limitées de cellules. Donc, dans l'Institut ISTEM, nous utilisons ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes, qu'elles soient d'origine embryonnaire, obtenues 5 à 7 jours après la fécondation in vitro, ou de cellules qu'on dit induites à la pluripotence. Ce sont des cellules somatiques, donc des cellules de personnes saines, telles que des fibroblastes ou des cellules sanguines que l'on met dans une boîte de Petri et qui, grâce à des facteurs de transcription, on obtient une reprogrammation, c'est-à-dire qu'on les fait redevenir à l'état pluripotent. Donc, que veut dire l'état pluripotent? Ça veut dire qu'elles sont capables de s'auto-renouveler, on dit qu'elles sont immortelles. Et pluripotentes, ça veut dire qu'elles vont pouvoir donner tous les types cellulaires de l'organisme, dont les cellules de l'ectoderme, dont font partie les cellules de la peau, les kératinocytes plus particulièrement. Donc, dans l'équipe, on a voulu, il y a quelques années, développer un protocole de différenciation de ces cellules souches pluripotentes en kératinocytes. Et pour cela, on a voulu suivre ce qui se faisait au cours du développement embryonnaire. Donc, on a ensemencé ces cellules souches pluripotentes dans un milieu spécifique à la prolifération des kératinocytes, avec comme supplément 2 facteurs qui sont la BMP4 et l'acide ascorbique, et ça pendant 40 jours. Et on a vu une transformation au fur et à mesure de la morphologie de ces cellules. Et du coup, on a voulu vérifier par des PCR quantitatives l'expression de ces différents stades de différenciation. Et on a remarqué que dès les premiers jours de différenciation, dès 10 jours, on avait une diminution des marqueurs de pluripotence, tels que le marqueur OCT4, qu'on voit complètement éteint après 20 jours de différenciation. Ensuite, on a l'apparition d'un marqueur qui est la kératine 18. Donc, la kératine 18, c'est un marqueur d'épithélium simple. Donc, on voit une expression transitoire de cette kératine à 10 jours de différenciation, puis une diminution. Et enfin, on a l'apparition du marqueur de la kératine 14, comme je vous ai dit, qui est un marqueur spécifique des kératinocytes basaux de l'épiderme. Donc, on obtient une forte expression de cette kératine en fin de différenciation à 40 jours. Donc, on a montré qu'on était capable d'avoir des kératinocytes, et lorsqu'on les compare à des kératinocytes adultes humains, comme vous voyez ici dans le premier encadré, ils ont des niveaux équivalents dans les gènes caractéristiques de ces kératinocytes, un niveau équivalent en kératine 14, en kératine 5, en intégrine alpha 6, en intégrine bêta 4 et en protéines de la matrice extracellulaire qui sont le collagène 7 et la laminine 5. Et on a également une complète extinction des marqueurs de pluripotence tels que OCT4 et NANOG et une absence d'expression des marqueurs d'épithélium simple tels que la kératine 8 et la kératine 18. Donc, ces kératinocytes sont vraiment similaires à des kératinocytes adultes, excepté en un point, lorsqu'on regarde l'expression des marqueurs d'immunogénicité, tels que le CMH de classe 1, on observe que nos cellules dérivées de cellules souches embryonnaires expriment seulement 11% le CMH de classe 1, contrairement à des kératinocytes adultes qui l'expriment à plus de 60%. Et ensuite, on a voulu également démontrer la fonctionnalité de ces cellules, et lorsqu'on les ensemence sur des inserts en polycarbonate et qu'on les met à l'interface air liquide pour mimer ce qui se fait au niveau de l'épiderme de la peau,
on voit que ces cellules sont capables, in vitro, de former un épiderme pluristratifié 14 jours après une interface à l'air liquide. On voit toutes les couches de l'épiderme. Et lorsqu'on greffe ces cellules sur une matrice et qu'on les greffe sur des souris immunodéficientes, 3 mois après la greffe, on voit pareil la formation d'un épiderme pluristratifié complètement fonctionnel dans des conditions physiologiques. Donc, on a montré qu'à partir de cellules souches pluripotentes, on était capable d'avoir une source illimitée de kératinocytes et que ces kératinocytes étaient vraiment fonctionnels car ils étaient capables de former un épiderme pluristratifié. Donc, ce protocole nous permet de nous diriger vers 2 types d'approches qui sont soit la thérapie cellulaire pour la peau, soit d'aller vers de la modélisation pathologique pour trouver des traitements pour certains types de génodermatose. Et là, je vais vous montrer plus particulièrement ce qu'on fait au niveau de la thérapie cellulaire. Donc, la thérapie cellulaire à partir de cellules souches pluripotentes est de plus en plus en développement. Donc là, vous avez tous les essais cliniques qui sont en cours dans le monde. Donc, vous voyez, on a pas mal d'essais cliniques qui ont lieu pour le traitement au niveau de la vision, de la vue. Donc, il y a une dizaine d'essais cliniques qui ont lieu à partir de ces cellules souches pluripotentes. Et on a également quelques essais cliniques qui ont lieu au niveau du cerveau pour des maladies neurodégénératives, au niveau du cœur, avec le professeur Philippe Ménaché, au niveau du pancréas. Donc nous, on a voulu aller vers une approche de thérapie cellulaire en utilisant nos kératinocytes et en utilisant une matrice, un support pour ensemencer ces kératinocytes. Donc, on a choisi comme pathologie la drépanocytose. Pourquoi on a choisi cette pathologie? Tout d'abord parce que c'est une maladie génétique rare, vu qu'on est financé par l'AFM Téléthon. Et cette maladie génétique touche une personne sur 3000. Et comme effet, j'allais dire, secondaire à cette maladie génétique, les patients développent des ulcères qui sont assez chroniques et sévères. Et on observe ces ulcères dans 5 à 20% des patients. Et pour cette pathologie, on a vraiment un besoin médical majeur. Comme vous le voyez, ces ulcères sont assez sévères, chroniques, invalidants. Et ils sont assez petits, en moyenne, il faut à peu près 10 cm². Ils sont assez superficiels et on peut facilement y accéder pour suivre l'évolution de la greffe qu'on réalisera. Et un autre point important, c'est il a été montré que des greffes autologues à partir de biopsies de peau étaient efficaces pour soigner ces ulcères, mais créer des ulcères au niveau des sites de liaison. Donc, au laboratoire, nous avons voulu aller vers cette approche de thérapie cellulaire et pour cela, nous avons développé des protocoles. On a voulu transformer nos protocoles de recherche et développement, qui étaient des protocoles de grade recherche, en protocoles de grade clinique. Pour cela, il a fallu identifier un laboratoire qui nous fournissait des cellules souches embryonnaires de grade clinique. Le laboratoire est situé en Écosse, à Édimbourg. Et on devait mettre en place la qualification et l'ensemble des contrôles qualité de cette lignée de cellules souches embryonnaires de grade clinique. On devait également adapter notre protocole de différenciation de ces cellules souches embryonnaires en kératinocytes avec un protocole utilisable chez l'homme de grade clinique. Et on devait également établir l'ensemble des contrôles qualité permettant de valider notre banque de kératinocytes. Et enfin, identifier un support qui nous permettra d'aller vers la greffe chez le patient. Donc, la première étape a été de qualifier et de réaliser l'ensemble des contrôles qualité de notre banque de cellules souches embryonnaires. Donc, pour cela, on vérifie par microscopie leur morphologie, comme vous pouvez voir. On vérifie également leur stabilité génomique en faisant des karyotypes. On regarde également leur état de pluripotence en réalisant des fax où on regarde l'expression des marqueurs de pluripotence et leur capacité à former des corps embryonnaires, donc c'est-à-dire les 3 feuillets embryonnaires in vitro. Et on regarde par QRT-PCR l'ensemble des marqueurs à la fois de pluripotence et de différenciation. Et on vérifie également la virologie et la stérilité de ces cellules en vérifiant l'absence de bactéries, l'absence de mycoplasme et l'absence de virus. Donc, une banque de cellules souches embryonnaires a été réalisée à l'UTCG de Nantes
en vérifiant l'ensemble de ces contrôles qualité. Donc ensuite, notre protocole, comme je vous ai dit, de grade recherche, utilisait différents types de composants. On utilisait une matrice de fibroblastes de souris et on utilisait, par exemple, dans notre milieu de différenciation en kératinocytes, de la toxine colorique. Donc, il a fallu remplacer l'ensemble de ces constituants, de ces composés, par des équivalents possédant des certificats de production et d'analyse pouvant montrer qu'ils sont compatibles pour une utilisation chez l'homme. Et du coup, on a mis presque plus de 5 ans à développer notre protocole de grade recherche en grade clinique en essayant de trouver des équivalents permettant cette différenciation des cellules souches embryonnaires en kératinocytes. Donc, au bout de ces 5 ans, on était assez contents et on a voulu transférer notre protocole de différenciation à un établissement pharmaceutique. Et là, comme je vous le montre dans cette petite diapositive, donc, pour soigner nos patients, on a besoin de faire une banque de 1 milliard de kératinocytes. Et au début de notre process, on utilisait des boîtes de pétri pour cultiver et amplifier nos cellules souches embryonnaires. Donc, vous voyez ici, on avait à peu près 16 boîtes de 6 cm, 60 boîtes de 10 cm. Et ensuite des flasques. Et quand on a voulu transférer ce processus de différenciation à l'établissement pharmaceutique, ils ont échoué dans la production de ces cellules car il y avait trop de flasques à manipuler. Donc, on a du coup dû réadapter, réoptimiser notre process de différenciation en utilisant, alors on avait toujours des boîtes pour l'étape d'amplification des cellules souches embryonnaires, mais ensuite en utilisant des flasques dès la différenciation et des flasques à étage pour l'amplification des kératinocytes pour qu'il y ait le moins de flasques possible à manipuler dans des conditions grade pharmaceutique pour arriver à banquer, congeler plus d'1 milliard de kératinocytes. On a également mis en place l'ensemble des contrôles qualité sur ces kératinocytes. Donc, comme pour les cellules souches embryonnaires, on vérifie la morphologie, on vérifie la stabilité génomique et on vérifie que ces cellules expriment des marqueurs spécifiques des kératinocytes et n'expriment pas les marqueurs de pluripotence. On vérifie également la virologie et la stérilité et leur capacité, pour finir, à former un épiderme in vitro. Comme vous voyez ici, on les ensemence sur des inserts de polycarbonate et on regarde leur capacité à former un épiderme pluristratifié. Et on regarde et on vérifie que cet épiderme exprime bien les marqueurs spécifiques au niveau de la couche basale, telle que la kératine 5, et des couches suprabasales, telles que la kératine 10. Donc ensuite, on a voulu essayer d'identifier une matrice permettant la greffe chez le patient. Donc, on a essayé beaucoup de types de matrices différentes. Donc là, vous avez toutes les matrices qu'on a testées et évaluées. On avait des espèces d'éponges, on avait des gels de collagène, des éponges de collagène de méduse, de collagène bovin. Et on a identifié la meilleure matrice, c'était du plasma sanguin, donc du plasma qu'on faisait polymériser avec du calcium. Et on a montré que nos kératinocytes étaient capables de vraiment former un bel épiderme pluristratifié sur ce plasma. Donc ensuite, on a voulu de la même manière vérifier que ce plasma était vraiment fonctionnel dans des conditions physiologiques in vivo. Donc, on a coulé notre plasma dans une boîte de pétri de 60 cm. On a fait polymériser ce plasma pour former ce qu'on appelle de la fibrine, sur laquelle on a ensemencé nos kératinocytes et on a laissé aller à confluence nos kératinocytes. Et vous voyez ce plasma, ensuite, on en a prélevé un petit morceau pour le greffer sur des souris immunodéficientes. Et 3 mois après la greffe, on a démontré que nos kératinocytes étaient parfaitement fonctionnels in vivo sur des souris immunodéficientes. Ensuite, on a voulu démontrer l'efficacité de notre pansement, donc de nos kératinocytes sur cette matrice de fibrine. Pour cela, on a fait des tests de cicatrisation. Donc, on a pris des kératinocytes qu'on a ensemencés dans une boîte de pétri. On a réalisé une blessure sur ces kératinocytes. Et on a regardé ensuite la vitesse de cicatrisation de cette blessure en mettant du milieu conditionné par notre pansement. Et on observe que dans les conditions avec les kératinocytes sur notre
sur notre matrice de fibrine, on avait une fermeture beaucoup plus rapide de la blessure à partir des cellules du patient. Ensuite, on a également fait des optimisations de ce pansement où on a fait varier, j'allais dire, l'épaisseur, la structure, en jouant sur l'ajout d'hexacyle qui va empêcher la dégradation de ce plasma. Et on a fait varier des densités d'ensemencement pour obtenir, j'allais dire, le pansement le plus optimal possible. On a également vérifié la stabilité de ce pansement à différentes températures après 3 jours de conservation. Donc, on avait réalisé différents types de conservation à 37 degrés, à température ambiante, 20 degrés et à 4 degrés. Et on a regardé s'il y avait une mort cellulaire à ces différentes températures après 3 jours. Et on a observé que seul dans les conditions à 4 degrés, vous voyez ici le marquage tunnel en vert, on observait une mort cellulaire des cellules à 4 degrés après 3 jours. Donc, on peut dire qu'on peut utiliser et garder notre pansement à température ambiante ou à 37 degrés jusqu'à 3 jours sans avoir de mort cellulaire. Donc, voilà pour vous montrer un petit peu où on en est. Donc, on a développé un protocole de différenciation de cellules souches embryonnaires en kératinocytes en grade clinique. Et on a transféré ce protocole à un établissement pharmaceutique pour qu'il produise ces banques de kératinocytes dans des conditions grade clinique. Ils vont produire une banque de 1 milliard de kératinocytes. Donc, la production de ces banques de kératinocytes sont en cours à l'EFS de Nantes. On est également en train de travailler sur, j'allais dire, le packaging, sur les boîtes de transport de ce pansement. Pour l'instant, on utilisait des boîtes ouvertes, comme je vous ai dit, de 60 cm. Et du coup, maintenant, on est en train de travailler sur des cassettes qui vont être pelables. Et on est en train également de réaliser les études de toxicologie. C'est pour vérifier que nos cellules ne vont pas former de tératome, de tumeurs bénignes, et que s'il y avait potentiellement des cellules souches embryonnaires dans notre population de kératinocytes qui ne feraient pas de tératome. Et on va également vérifier qu'il n'y ait pas une biodistribution de ces cellules dans l'ensemble des organes de la souris. On espère que l'ensemble de ces résultats sera positif et qu'on pourra ensuite réaliser notre demande d'essai clinique à la fin de l'année 2021 pour greffer à peu près 39 patients dans les différents hôpitaux tels que l'hôpital Tenon, l'hôpital Henri Mondor et l'hôpital Corentin-Céleston qui suivent les patients atteints de drépanocytose. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et je remercie l'ensemble de l'équipe Gédodermatose, les affaires réglementaires de l'AFM et les plateaux technologiques d'ISTEM et l'ensemble de nos collaborateurs avec le service des armées, l'UTCG de Nantes et l'EFS. Je vous remercie. Merci beaucoup.